Bonjour et bienvenue dans Potato Garage. Aujourd'hui on teste une MX5 NC de 2009. Et d'ailleurs je sais pas où il est Valentin. Il était là il y a 2 secondes mais on l'a perdu. Générique. Donc aujourd'hui on teste une MX5 NC de 2009. C'est un moteur atmosphérique 1,8 litre de 126 chevaux qui développe 150-160 Nm de couple, il me semble, vers 3500 tours minute. Pas de doute. Il y a un moteur. Et un moteur, c'est un bon point. Et ce qui est bien avec Mazda, c'est qu'ils ont un système de rangement dans le moteur. C'est vrai que c'est un énorme bazar. Mais tout suit une petite bague. C'est parfaitement bien rangé. C'est un bordel organisé. Et tout est accessible parce qu'il y a la place de mettre un V8 là-dedans. Et celui-là, c'est un 4 cylindres. Donc il y a de la place pour travailler. Et aussi parce que le capot fait presque la moitié de la longueur de la voiture pour un 1,8 litre. Donc il y a largement la place. C'est vrai que quand on regarde bien, c'est une voiture qui a quasiment moteur, c'est un moteur central avant. Ouais, c'est central avant parce qu'il est derrière l'axe des roues. Donc ouais. En plus d'avoir la transmission au milieu, vu que c'est une propulsion, elle a le poids qui est vraiment au milieu de la voiture. Ouais, donc répartition des masses 50-50. Propulsion, c'est quoi? C'est une boîte 5 oui. Boîte 5. Boîte 5 manuelle, évidemment. Évidemment. Elle existait en boîte automatique, mais ne faites pas ça. C'est la version avec capote en toile. Parce qu'elle a existé en version hardtop. Une version coupé cabriolet ils appellent ça. Donc c'est un toit en dur qui se rétracte et qui prend pas plus de place qu'une capote en toile. C'est ça qui est aussi génial avec cette voiture là, c'est que ils ont réussi à minimiser l'espace derrière les sièges et on a quand même un coffre pas trop mal. Il n'y a pas de poignée sur le coffre, c'est un petit défaut mais qui s'appréhende bien au quotidien. Du coup on appuie soit sur la clé soit sur un bouton à gauche du volant. Et donc le coffre qui fait finalement cette taille. Avec, là, il y a une housse qui était avec, et quand on la retire, on a plus d'espace encore en dessous. C'est pas incroyable. Main humaine pour l'échelle. Le coffre est pas énorme, il est pas très profond. Et en fait, il y a l'espace qui est pile étudié pour mettre cette housse. Bah après, c'est pas une caisse pour partir en vacances à 4. En week-end à 2, de toute façon on peut monter qu'à 2. Voilà, c'est ça, à une 2 de place. Largement ça tient, on peut mettre une bonne valise dedans. Tu peux caser deux valises cabine, là, ça passe tranquille. Il y a des petits trucs qui sont sympas, il y a des petits détails comme ça, mais il y a des lanières. C'est assez pratique, on peut faire tenir des trucs. Il y en a à droite, ici pour tenir le kit anti-crevaison, c'est vachement bien pensé. Et ici, je sais pas si on le voit, il y a des lanières avec le triangle qui tient bien, il se balade pas dans le coffre, c'est vraiment bien étudié. Ouais voilà, c'est pas vraiment une grosse voiture, mais... Ça c'est en alu pour gagner du poids. Ça c'est métal et alu. Donc ça c'est tout léger. Pareil, le capot est en alu aussi. C'est pas vraiment une grosse voiture, mais les rangements, l'espace sont plutôt pas trop mal optimisés. Voilà. Sauf à l'intérieur. Voilà. C'est un point sur lequel on va venir. Donc là, présent Valentin qui va 1m92, à peu près 1m90, le poids d'un veau en bonne santé. De 2-3 ans à peu près. On va voir si je rentre dans la voiture. Un petit peu. En sachant qu'on peut quand même soulever le volant, tu peux le soulever un petit peu, il y a une petite tirette, si tu veux, éventuellement pour gagner peut-être une paire de centimètres. Ah ouais. Yes. Voilà. Donc là, est-ce que Valentin, tu es bien installé? Oui. C'est bien. Donc là, il y a le siège qui est complètement reculé, d'ailleurs qui couine en fait
au contact du plastique là. Ce qui fait que pour les grands, ça doit être un peu embêtant tous les jours. Heureusement qu'il n'y a pas le toit. Et voilà, heureusement qu'il n'y a pas le toit. Et donc les genoux qui sont bien, t'es une bonne position. Et au niveau de la hauteur du toit, c'est parfait quoi. Donc le toit en fait pour le replier c'est très simple. En fait, vous avez une tirette ici, ça le déclipse de là. Et après on peut même le faire de l'intérieur parce que c'est étudié pour que ça soit facile à faire. Puis ça se fait tout seul, j'ai pas besoin de t'aider. Ça se fait tout seul à une personne et même assis dans la voiture ça peut se faire. Et après, si tu veux venir voir, il y a juste une grosse poignée ici, ça se coince là et hop c'est bon. Et après pour la retirer, hop, comme ça, et on balance tout à l'arrière. Nickel. Aussi simple que ça. Avec un petit filet anti-remous déjà intégré. On a l'impression qu'on casse à chaque fois en fait, mais c'est normal. Ça fait ce bruit là. C'est vrai que ça fait un bruit chelou. C'est un bruit chelou, mais c'est fini. Donc c'est parti, on va faire un petit tour. Bon alors, de mon côté, j'ai pas trop de place, mais au moins il n'y a pas le volant ni les pédales, donc ça va mieux quoi. Bref, faut savoir, pour une idée d'échelle, je fais 1m69. Donc j'ai absolument pile le gabarit pour cette voiture là. C'est un gabarit japonais. Hein. Et donc ouais, faut pas être grand, mais franchement 1m70 c'est la taille idéale, on est parfaitement installé. La position elle est parfaite. Moi j'ai pas les genoux dans le volant. Et on est assis vachement allongé. Avec la boîte qui tombe parfaitement sous la main ici. Avec un petit levier d'ébattement très très court. Donc c'est vraiment un plaisir de conduite avant tout. Puis le frein à main aussi qui est positionné à la base pour les pays conduite à droite et volant à droite, mais du coup pour le Japon. Oh, la puissance. Puissance, voilà, donc faut savoir c'est une voiture qui marche dans les tours, donc il n'y a pas énormément de couple. Là j'étais à 3000 tours minute. Le tunnel. Et donc du coup ouais, disons que ça crispe et il y a tellement peu de couple là-bas régime que ça revient tout de suite. Et pour faire ça aussi il faut désactiver l'ESP, c'est pratique, c'est un petit bouton qui est juste sur le côté et ça s'affiche en jaune sur le tableau de bord. Après pour l'intérieur, pour être honnête, niveau qualité, c'est pas ouf. C'est japonais en fait, depuis les voitures un peu des années 90, tout ce qui est Subaru, Mitsubishi, il y a quoi d'autre ? Toyota. Il y a Toyota aussi, puis Mazda. C'est des plastiques qui sont assez cheap, on va dire, mais Ouais, tout est très bien assemblé. C'est ça, ouais. Ça bouge pas dans le temps. C'est pas forcément beau, mais c'est solide, ça tient bien. C'est super solide, ça claque pas, il n'y a pas de petit bruit dans l'habitacle. Ouais, il n'y a pas de vibration, je suis étonné. Il n'y a pas de vibration. Les seules vibrations qu'on a, c'est en fait quand la capote est mise, là ça tremble un petit peu de partout quand on passe sur les postes. Ça c'est normal, c'est la rigidité, c'est une décapotable. Ça reste un toit en toile, donc bon, c'est les charnières qui font un petit peu de bruit, mais là honnêtement pour une voiture qui a 10 ans, ça tremble rien, ça bouge pas. Après sinon, niveau équipement, il y a la clim. Celle-là oui, donc c'est la phase 2 du coup, qui a été, il y a la phase 1 qui était même encore plus cheap niveau intérieur, c'est-à-dire que il me semble que la console, la centrale, elle est garnie de cuir, sinon elle était en espèce de plastique moche sur les phases 1. Et à partir de 2009 du coup, on a les sièges chauffants réglables 5 positions. Ouais, il y a les sièges chauffants, ça c'est plutôt cool. Qui est une option qu'on retrouve souvent d'ailleurs sur les annonces parce que les gens veulent l'utiliser quand il fait un peu moins chaud en décapoté. Du coup les sièges chauffants ils sont toutes les Vic 5 l'ont quasiment. Et puis une prise auxiliaire qui du coup est en rapport avec l'autoradio qui a été un peu retravaillée, modernisée en soi par rapport à la phase 1 aux critères de 2009. Donc ça aujourd'hui ça reste un peu daté, mais bon il y a l'essentiel, il y a un lecteur CD, il y a la radio, il y a plusieurs pré-réglages. Ouais, après... on peut régler les basses, les aigus, les machins, la balance droite-gauche, machin. Et il y a même un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que je pensais que c'était pas très bien conçu. Parce qu'au début, si vous voulez, c'est une voiture qui est assez bruyante quand on commence à monter en vitesse. Donc du coup, dès qu'on dépasse 50, on n'entend plus du tout la radio. Et j'étais obligé à chaque fois de remonter le volume manuellement, même à chaque fois, et ça commençait à être un peu gonflant. Sauf que j'ai découvert qu'il y avait un truc qui s'adaptait à la vitesse. Et donc automatiquement, et quand on le met à fond, on n'est plus obligé
obligé de toucher la radio, ça monte automatiquement. Sérieux? Ouais. Putain, c'est pas con, hein. C'est pas con. Là après au niveau des compteurs, je sais pas si on arrivera bien à le voir, il y a la jauge à essence à gauche, après en gros il y a le contour donc qui monte jusqu'à, disons que la zone rouge part à 6500 tours, après le rupteur je sais pas, j'ai jamais essayé. Au milieu il y a la jauge pression d'huile, c'est important. Ça c'est cool, la pression d'huile. Elle monte et elle redescend quand on lâche. À droite du coup la vitesse. Et tout en bas à droite, c'est la température moteur. Et par contre, au milieu, ouais, il y a un truc qui est très étrange. C'est que j'ai juste trip A, trip B. Et je sais que certaines NC ont aussi la conso moyenne et la température extérieure. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas ça. Ça m'étonnerait que c'était en option pourtant. Mais je ne l'ai pas. Je ne sais pas pourquoi. Après, ils font des petits trucs que tu branches sur la prise OBD, ça coûte 20 balles, puis ça te l'affiche sur ton téléphone. Ouais, bon, c'est juste pour avoir la conso moyenne, bon ça je le calcule à la main. Il faut savoir je suis en mixte, disons, là un peu les week-ends, sinon la semaine je fais beaucoup de villes, en prenant aussi des fois des voies rapides à 90, je suis à 9 litres 5. Donc c'est beaucoup. Mais il faut se dire que ça reste un 1,8 litre qui est quand même un moteur qui commence à être un petit peu gros et atmosphérique, donc c'est vraiment qui marche dans les tours. Il est quand même un petit peu optimisé quand même pour un atmosphérique, c'est normal de consommer comme ça. Ça voilà. Tu vois, un 1,8 litre atmosphérique qui développe 126 chevaux, c'est quand même pas si mal. Tu te dis qu'en comparaison, ma Cooper S Turbo, je fais beaucoup de routes de campagne, un petit peu de ville, un petit peu d'autoroute, je suis à 10 litres au 100. Ouais, mais t'es à 184 chevaux aussi. C'est ça, ouais. Voilà, donc avec un 1600 turbo. Et avec mon Austin Mini, avec un 1300 atmosphérique, là à chaque fois je suis étonné, j'ai beau rouler comme un porc, elle fait 6 litres 5 au 100. Ça doit être parce qu'elle est légère. Parce qu'elle est très très légère, voilà, c'est ça. Après, ouais, en parlant de la légèreté, elle fait quel poids à peu près ta voiture? Elle fait 1075 kg pour être précis. Il faut savoir que les versions avec toit en dur, donc rétractable, ça rajoutait 37 kg il me semble à la voiture. Donc, bon, ça fait vraiment pas beaucoup. C'est pas beaucoup, c'est vrai que c'est quand même un sacré exploit technique. Et donc je pense qu'au niveau ressenti, oui, ça semble être. C'est vrai qu'une tonne 75 ouais, sur cette version là, donc pour une voiture de 2009 c'est très léger. C'est vraiment léger pour une voiture moderne, c'est incroyable. Donc avec tous les systèmes, elle est assez soft encore en système de sécurité embarqué, mais bon il y a 4 airbags, il y a le SP, il y a l'ABS, il y a tout ça, toutes les directions assistées, la clim, tout ça c'est des choses qui pèsent lourd. Et donc ils arrivent quand même à avoir une voiture qui est très légère. Oui, parce que c'est pas rare de voir des NC préparés pour le circuit où ils enlèvent un peu de poids et ils tombent sous les 900 kg. C'est ça, ouais. Donc c'est quand même une voiture qui est bien conçue, qui est quand même légère à la base. Sachant qu'en plus sur la ND, donc du coup la dernière version de MX-5, ils ont réussi à la faire tomber le poids en dessous de la tonne. Il me semble qu'elle fait 975 kg, donc 100 kg de moins que celle-ci. C'est quand même. En même temps, elle est un petit peu plus petite. Au niveau gabarit, elle a un poil plus petite. Et ils ont réussi à faire c'est un moteur 1,5 litre Sky Active sur la dernière, donc le moteur est plus petit, mais il développe la même puissance. Ouais, par contre, il prend des tours. Si je dis pas de conneries, il prend 7 ou 8 000 tours. Là, ils ont sorti une nouvelle version en 2018 de la 4ème génération de MX-5 et ils ont revu le moteur et il me semble que le rupteur est à 8000 tours, c'est hallucinant. C'est sympa, pour une voiture dans cette gamme de prix, c'est quand même sympa. Il faut savoir que cette voiture-là, neuve, elle est dans les 25 000 €. Donc c'est une voiture qui cote à peu près combien en général, t'as une idée? À peu près, oui, ça va être pour des modèles un petit peu kilométrés, c'est-à-dire en 150 000 km, je pense qu'on peut en trouver en dessous de 10 000 €. Ouais, en gros c'est entre 9 et 12 000. Entre 9 et 12 000, voilà. Ouais, à peu près. Après, si tu veux vraiment les NC les moins chers, tu prends une NC avec 200 000 bornes en phase 1. Alors, en phase 1, phase 1 elle décode beaucoup. T'es à 5-6 000 €. Les phases 1, elles commencent à dater maintenant de... Et elles ont des petits problèmes de rouille aussi, je crois. Enfin, c'est une MX-5, hein. Ça rouille forcément. C'est une japonaise. Ouais. Mais même si on est très très limité encore, ça m'étonnerait que les parties... Là, on était à 5000 tours, donc on est déjà à 70. Oui, donc je pense que celle-ci connaîtra jamais la rouille, mais il y aura peut-être des petits points par-ci par-là, comme là où il y a un petit point de rouille à l'intérieur du coffre. Mais bon, c'est pas. J'ai l'impression que c'est plus de la cloque peinture que de la rouille, parce que
le coffret en alu, donc je comprends pas pourquoi ça peut grouiller. Après voilà, ça dépend aussi de l'utilisation de la voiture. Je sais que moi ma Cooper S, elle était à côté de la mer. Voilà, les joints de pare-brise, toute cette connerie là, c'est pas en très bon état. La tienne, ça va? Celle-là, oui, bah, elle est originaire du nord de la France, donc elle a connu la pluie. Bon, je pense pas, elle a quand même pas beaucoup de kilomètres. Ça doit être une voiture qui est sortie le week-end quand il fait beau. Voilà, c'est surtout ça. C'est qu'en fait, oui, elle a 10 ans. Ça fait du 5000 km par an quand même. C'est ça fait 5000 km par an, elle a 10 ans et elle a 57 000 km. Donc c'est clairement la voiture que les gens utilisent surtout le week-end. Donc parlons de l'aspect du coup conduite, cette voiture a été conçue vraiment pour ça, pour le plaisir de conduite. On est sur une direction hydraulique et non pas électrique comme les voitures modernes. Ce qui fait qu'on a un ressenti qui est extrêmement précis, on sent toutes les aspérités de la route. D'ailleurs sur certaines routes comme ça où elle se dévoile complètement, il faut quand même un peu la tenir. Ouais, parce que la route elle penche un petit peu quoi, donc quand t'as une roue qui part dans le bas-côté, faut bien tenir la voiture parce que ça se sent quoi. Faut la tenir, mais ça c'est très agréable en termes de direction. La boîte, bon, bah, c'est la boîte DMX5 depuis la première génération en 89, elle est réputée pour être exceptionnelle et c'est vrai, le débattement est vraiment très très court. C'est facile de faire des réglages ou des choses comme ça. Les vitesses passent toutes seules. C'est extrêmement précis, c'est extrêmement agréable. On a vraiment l'impression de faire quelque chose mécaniquement. On sent les pignons qui s'enclenchent. L'accélérateur qui est instantané. C'est d'ailleurs ça qui est un petit peu déconcertant quand on essaie cette voiture-là la première fois. C'est qu'à basse vitesse, on a presque du mal à la lancer proprement parce que l'accélérateur est instantané. Les freins sont très très performants, ils tiennent vraiment bien le... Ah, ils chauffent pas trop, ça va hein. Ils chauffent pas trop, surtout sur des routes un peu comme ça. Et oui, donc les compteurs sont parfaitement lisibles, ils sont bien gros, c'est des aiguilles en plus, donc moi j'aime beaucoup, il n'y a pas trop de digital là-dedans. La radio, pareil, tout est très simple en fait dans cette voiture, c'est ça qui est génial. Ça, tout le monde peut rentrer dans la voiture et comprendre comment ça marche. Voilà. C'est pareil avec les phares, les essuie-glaces, il y a des bagnoles où c'est un petit peu chiant voilà, tu sais pas trop comment ça marche. Là vraiment tout est simple quoi. Tout est simple, c'est une voiture en plus qui est très très facile à prendre en main. Une fois qu'on a compris justement le jeu entre l'embrayage et l'accélérateur qui est assez sensible. Et après ça s'emmène tout seul, le châssis est vraiment très très bon. Ouais. Mais le comportement est sain, c'est pas une voiture qui va te piéger. C'est pas du tout une voiture piégeuse. J'ai eu l'expérience de la conduire sous la pluie avec le SP, donc faut pas accélérer comme un bourrin en sortant des ronds-points, mais